L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation, l'hebdo politique consacré évidemment à la crise du coronavirus et à l'action des collectivités pour endiguer un maximum son effet. Pour en parler, nous interrogerons dans cette émission Othman Nasrou, conseiller régional et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais d'abord, nous recevons Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines et porte-parole de La République En Marche. L'hebdo politique. Aurore Berger, bonjour. Porte-parole de La République En Marche, je le disais dans votre présentation. Comment expliquez-nous comment vous portez en ce moment la parole d'un mouvement politique si important dans la vie politique française, puisque vous aussi vous êtes confiné, je l'imagine. Comment on exerce son métier, sa tâche dans de telles conditions ? Alors oui, déjà je suis confinée chez moi dans les Yvelines, comme tous les Français évidemment, tous ceux qui peuvent être en télétravail et qui du coup le sont en ce moment. Et puis comment on exerce notre tâche? Tout simplement, moi mes journées elles sont essentiellement consacrées à échanger avec les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, les parents d'élèves, à la fois pour expliquer les dispositifs qui sont mis en œuvre, accompagner les démarches administratives. Et puis je crois que notre rôle dans la majorité, c'est aussi de faire remonter ce qui mérite d'être amélioré. Parfois, il y a des dispositifs, ils ont été pensés d'une certaine manière et on voit que dans leur exécution, c'est parfois plus compliqué. Et donc, notre rôle, c'est aussi justement d'avoir ce lien avec le gouvernement, qui est un lien privilégié, de manière à affiner les choses et à améliorer surtout très concrètement les choses. Dans 2 semaines, nous devrions, sauf retournement de situation, entamer le déconfinement de la population et notamment des enfants. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a annoncé cette semaine travailler sur la piste d'un retour à l'école progressif des enfants. Devraient retourner à l'école le 11 mai ceux de la grande section maternelle, CP et CM2. Si vous aviez un enfant, vous, en âge de retourner à l'école le 11 mai, est-ce que vous seriez totalement sereine à titre personnel? Est-ce que vous le feriez sans hésitation ? Oui, je le ferai sans hésitation parce que je pense que c'est un enjeu à la fois de continuité aussi des enseignements, parce que ça n'est pas la même chose d'avoir cours à la maison et d'avoir cours en classe. Il y a un enjeu aussi de sociabilisation avec les autres enfants. Et puis surtout, il y a des conditions sanitaires qui sont réunies. La date du 11 mai n'est pas choisie au hasard. Et il y a un certain nombre de conditions qui ont été mises en place, à la fois parce que ce sera un enseignement par petits groupes, c'est des classes de moins de 15 élèves qui seront physiquement ouvertes, ce qui veut dire que soit vous aurez la possibilité d'avoir ces petits groupes, soit vous aurez certains qui seront en classe, d'autres qui auront accès à d'autres types d'activités, comme des activités culturelles ou des activités sportives. Et puis, évidemment, les enjeux de protection de nos enseignants, avec évidemment le matériel approprié. Donc à la fois pour des raisons sanitaires, parce que je sais qu'on pourra garantir la sécurité sanitaire des enseignants et des enfants, mais aussi parce que c'est un enjeu évidemment essentiel en termes de poursuite des enseignements. Je pense notamment aux élèves les plus fragiles, les plus en difficulté, les décrocheurs. J'enverrai sans difficulté mes enfants retourner à l'école. Qu'en est-il du coup des autres enfants, si on a bien compris ce qu'a dit le ministre de l'Éducation cette semaine, ceux qui ne sont pas en CP, CM1 ou en grande section maternelle ne pourront pas aller à l'école. Du coup, quid du retour au travail des parents? Comment est-ce que l'État va aider pour peut-être garder ces enfants qui resteront du coup à la maison? Alors, ce qui est certain, c'est déjà il y a une continuité pédagogique, il y a une mobilisation exceptionnelle des enseignants qui fait que vous avez quand même accès à la possibilité d'avoir cours à la maison, même si on sait bien que c'est pas dans des conditions optimales. Ensuite, la première question que vous avez posée, elle conditionne la deuxième. C'est-à-dire que tout simplement, le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité sanitaire. Et donc, on imagine bien et on comprend bien pourquoi on ne peut pas du jour au lendemain, dans l'ensemble des établissements scolaires, recréer des classes telles qu'elles existaient auparavant. On ne peut pas tout d'un coup avoir 27, 28 élèves par classe, alors qu'on a évidemment encore cette question sanitaire qui est extrêmement préoccupante. Et donc, ça va se faire par étapes, progressivement, étalé sur 3 semaines, avec une reprise progressive sur 3 semaines de l'ensemble des niveaux scolaires, avec des priorités, une priorité sociale qui me semble extrêmement importante, de dire que les enfants qui sont potentiellement ceux en décrochage scolaire, ceux qui peuvent être moins suivis à la maison, eh bien, doivent être aussi les premiers
qui doivent pouvoir regagner l'école. Et ça veut dire que cette reprise en plusieurs étapes aura aussi un impact sur la vie économique et sur la reprise de l'activité, puisqu'il faudra garder ses enfants. C'est-à-dire que aussi la reprise de l'activité économique sera corrélée à cette reprise de l'éducation nationale en plusieurs étapes, forcément. Évidemment, mais parce que tout simplement le déconfinement va être un déconfinement très progressif. Le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il faut que l'anticipe. Vous pensez combien de temps et de combien de temps on aura besoin pour retrouver un rythme normal? Est-ce que on parle de semaines, de mois, de peut-être d'une année, 1 an et demi? Personne ne peut répondre à votre question aujourd'hui. Personne ne peut le faire. Tout simplement parce qu'encore une fois, il y a des choses qu'on sait sur le virus, des choses qu'on ne sait pas, parce qu'évidemment, il y a la question du vaccin qui va se poser. Et on sait bien que ce vaccin ne sera pas prêt dans quelques semaines ou quelques mois, parce que nous allons vivre un moment économique extrêmement difficile. Donc, il va falloir apprendre à vivre pendant les mois qui viennent, vraisemblablement, avec ce virus, et donc avec de nouvelles règles de comportement individuel et collectif qu'il faudra observer. Et vraiment, j'attire l'attention là-dessus, le déconfinement ne doit pas être un relâchement. Tous les gestes barrières que nous avons pris l'habitude de suivre, nous devrons continuer à les suivre. Tous ceux qui pourront continuer à télétravailler le 11 mai devront continuer à télétravailler. Il faut que ce soit une reprise très graduée, mais clairement, ça n'est pas la question de la reprise économique qui doit guider la reprise de l'enseignement et la reprise de l'école. Ça n'est pas cet objectif-là qui doit prévaloir. Le premier objectif, c'est la sécurité sanitaire des Français. Et donc ici, des enfants, des enseignants, tous ceux qui travaillent dans le milieu scolaire. Et c'est ça qui prévaut dans les décisions qui ont été prises. Vous évoquiez un moment économique difficile qui va durer encore très longtemps. Depuis quelques jours, voire quelques semaines désormais, il y a un débat qui s'installe dans la vie politique française, à savoir est-ce qu'il faudra travailler plus le jour où l'activité économique va reprendre, en télétravail ou sur site. Est-ce que vous êtes favorable à ce que peut-être les dérogations qui ont été mises en place au début du confinement pour certains secteurs, c'est-à-dire l'allongement du temps de travail, la possibilité d'imposer des congés payés aux salariés, est-ce qu'il faudrait peut-être élargir ça au monde du travail en général pour essayer de repartir de façon la plus massive possible? Je crois que déjà aujourd'hui, les gens travaillent, tous ceux qui peuvent le faire travaillent beaucoup. Et il y a surtout aussi beaucoup de gens qui aimeraient retravailler et qui ne le peuvent pas, soit parce que leur activité a été purement et simplement fermée, soit parce qu'ils ont été touchés par la maladie, soit parce qu'ils ont des enfants en bas âge et qu'ils doivent s'en occuper. Donc moi, je pense déjà à tous ceux qui aimeraient retravailler et qui aujourd'hui en sont empêchés. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois que tout le monde est prêt à faire des efforts, est prêt à consentir à faire des efforts à partir du moment où ça peut préserver notamment l'emploi. Et c'est ce que vous évoquez. Il y a eu des règles, mais qui sont des règles dérogatoires et qui peuvent exister en fonction des différents secteurs d'activité. On ne travaille pas de la même manière dans le commerce, dans l'artisanat, dans le bâtiment, dans le secteur tertiaire. Et de fait, il va falloir aussi, et encore une fois, je pense que tout le monde est prêt à consentir à des efforts, parce que c'est déjà ce qu'on fait en vérité aujourd'hui pendant la période de confinement. On consent tous à des efforts importants par rapport à nos vies normales. Et je crois que ça pourra continuer. Après, je pense que c'est un peu prématuré de dire s'il faudra une règle générale. Nous, au sein de La République En Marche, on réfléchit aussi sur la manière avec laquelle le travail va s'organiser demain. Il y a notamment une idée qui était née pendant la campagne présidentielle, qui était de se dire que le temps de travail il pouvait aussi être modulé en fonction de votre âge. On n'est pas le même quand on a, comme moi, 33 ans et quand on en a 55. Est-ce qu'à un moment, il y a une logique à se dire que finalement, on pourrait peut-être, quand c'est possible, quand c'est souhaitable, travailler plus jeune, mais travailler peut-être un peu moins quand on est plus âgé. Tout ça aussi, c'est des réflexions qu'on doit avoir sur le fameux monde d'après, voir s'il n'y a pas des nouvelles modalités aussi d'organisation du travail. Je voudrais aborder avec vous maintenant la question culturelle. Le temps file. Vous êtes membre de la commission culture et éducation à l'Assemblée nationale. Vous avez été nommé récemment référent d'un groupe de travail pour mesurer l'impact de la crise sur le secteur culturel et calibrer en fonction du coup une réponse, notamment financière, de soutien pour ce monde culturel. Vous venez de commencer sur le sujet. Quelles sont les pistes envisagées pour le monde culturel qui va être impacté peut-être plus durement encore lui, puisque ce sera dans un temps beaucoup plus long. On sait qu'il y aura aucune réunion majeure qui seront possibles avant le 15 juillet prochain. Quelles sont les pistes dont vous parlez en ce moment pour aider le secteur culturel ?
Exactement, le secteur culturel, c'est à la fois celui qui nous aide à vivre en ce moment, pendant le confinement, parce que qu'est-ce que serait notre confinement si on n'avait pas les médias, si on n'avait pas des films, des séries, des livres, de la musique? Je pense qu'on ne vivrait pas du tout de la même manière le confinement. Et le secteur culturel, c'est aussi celui qui est l'un des plus durement touchés, parce que c'est le premier qui a dû fermer. Les musées, les salles de spectacle, les théâtres, les salles de cinéma, les libraires, et ceux qui seront probablement les derniers à réouvrir. Parce qu'on n'imagine pas en effet que le 11 mai, évidemment, un festival ou un théâtre, une pièce puisse se jouer. Vous allez les aider financièrement du coup? Ce sera ça le principal soutien, ce sera financier? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des intermittents, donc c'est un statut spécifique pour ces artistes et techniciens du spectacle. Il y a des mesures spécifiques qui ont été prises pour eux. Les auteurs, pareil, parce que c'est des modalités très spécifiques d'organisation et de rémunération. Et oui, il faudra aussi qu'il y ait un soutien massif et financier. Je pense notamment à tous les festivals qui existent, qui font la richesse des territoires, qui sont très dépendants de leur billetterie, de la restauration, et qui aujourd'hui sont à l'arrêt, parce que c'est tout notre enjeu territorial demain, de comment on peut continuer à avoir des équipes artistiques partout sur les territoires, comment on peut avoir des compagnies, comment on peut continuer à créer dans notre pays. Et je crois qu'il ne faudra pas qu'on oublie la culture au moment du déconfinement, au moment de la relance, parce que la culture, c'est aussi un levier pour la relance économique qui est absolument déterminant. Le monde de la culture, ça pèse plus dans le PIB que le secteur automobile. On l'oublie parfois, et je crois qu'il faut aussi avoir en tête le rôle que la culture peut jouer dans la relance. Et ces aides, peut-être que le château de Versailles pourra en profiter, puisque c'est le lieu emblématique de la culture et du patrimoine français qui raccroche aux Yvelines, au local. Sur le local, une question pour terminer. Vous vous êtes positionné pour une réouverture en faveur d'une réouverture, des marchés dans le sud Yvelines, dans les zones rurales, là où vous êtes évidemment élu. Est-ce qu'il faut plus de souplesse en la matière de la part des préfets? 5-6 semaines désormais après le confinement, est-ce qu'on pense plus largement à réouvrir les marchés pour les populations? C'est une demande que j'ai en lien avec les maires, parce que je crois que les marchés, c'est des marchés alimentaires de proximité, ce qui permet d'éviter pour beaucoup de populations de prendre sa voiture pour se rendre dans un centre commercial. C'est des lieux qui sont souvent en plein air, c'est des lieux où on sait faire respecter les gestes barrières, les distances de sécurité entre les personnes, parfois plus facilement que dans certains grands centres commerciaux. Donc à la fois, parce que je pense que d'un point de vue de sécurité sanitaire, c'est plus favorable, aussi parce que ce sont des lieux de proximité, aussi parce que ce sont des lieux qui font vivre nos agriculteurs. Je crois que c'est important qu'on puisse réouvrir progressivement les marchés. C'est aussi des lieux où vous pouvez vous nourrir souvent à des prix qui sont plus abordables que dans certains autres types de commerces. Donc, aussi pour une question sociale, je pense que ce serait important. Donc, il y a eu des premières réouvertures dans le milieu rural. Je pense qu'il faut qu'on continue. Je pense au marché à Maurepas, par exemple, qui a demandé une réouverture, à Versailles. Enfin, on a beaucoup d'exemples où je pense que ce serait pertinent que ça puisse être fait. Merci Aurore Berger pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche. Merci à vous. L'hebdo politique. Othman Nasrou est notre deuxième invité de cette émission. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge du développement économique. Le développement économique, c'est une idée presque incongrue dans la crise actuelle. Dites-nous, dans quel état se trouve l'économie locale saint-quentinoise? Est-ce que vous avez des chiffres, une tendance qui se dessine? On suppose que la situation est très complexe. Est-ce qu'elle l'est plus peut-être à Saint-Quentin en Yvelines qu'ailleurs? On est un vrai bassin de vie, un bassin très performant sur le plan économique. Donc naturellement, une crise de cette ampleur se ressent encore plus fortement ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est incontestablement un moment très difficile pour toutes les entreprises du territoire et en particulier pour les petites entreprises, pour les artisans, pour les commerçants, pour toute l'économie résidentielle, pour tout le tissu économique qui souffre beaucoup en ce moment. Et c'est pour cela que l'agglomération est vraiment aux côtés de tous les acteurs économiques. On vient d'éditer un guide complet qui reprend l'ensemble des aides qui sont aujourd'hui à disposition des entreprises, qui sont des aides de l'État. Je pense évidemment au chômage partiel, des aides aussi avec la région, je pense aux garanties d'emprunt, et puis je pense aussi au fonds de solidarité qui est à leur disposition des petites entreprises et qui leur permet, si elles ont évidemment des difficultés financières importantes, eh bien de recevoir une aide
publiques pour passer ce moment très difficile. Donc aujourd'hui, on a un recours accru au chômage partiel partout dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est à la proportion du poids économique de l'agglomération. Donc naturellement, il y a des choses des montants qui sont importants, qui sont aujourd'hui ceux du chômage partiel à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais la réalité, c'est que la crise et la relance ensuite, après ce moment difficile, vont être les vrais sujets au lendemain du déconfinement, pour voir dans quelle perspective nos entreprises peuvent rebondir le plus vite possible. Et quand je dis nos entreprises, c'est encore une fois aussi nos petites entreprises et nos commerçants, en espérant qu'il y ait le moins de casse possible et donc le moins de faillites, le moins de liquidations. Et c'est pour cela qu'on est tous mobilisés. On va rappeler des chiffres importants de Saint-Quentin-en-Yvelines. On le disait, l'activité économique, c'est l'un des points forts de l'agglomération. Deuxième pôle économique de l'Ouest parisien derrière la Défense. 17 000 établissements, 145 000 emplois. L'économie, c'est surtout, et le développement économique, l'attractivité économique, c'est une compétence principalement régionale. Ça tombe bien, vous êtes conseiller régional. Comment une agglomération comme Saint-Quentin-en-Yvelines peut du coup aussi aider les entrepreneurs locaux? Est-ce qu'elle est principalement intermédiaire justement entre la région qui a la compétence et les commerces locaux, les entrepreneurs, les entreprises sur le territoire? Aujourd'hui, on a une chance effectivement de faire les choses main dans la main avec la région Île-de-France et avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et les deux sont évidemment une compétence forte sur le sujet économique et économique au sens large. Et donc naturellement, l'agglomération est aussi l'interlocuteur de premier ressort pour accompagner les entreprises qui ont des difficultés, et je profite vraiment de votre antenne pour le dire à toutes les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines: si elles ont des difficultés en ce moment, qu'elles n'hésitent surtout pas à se rapprocher des services du développement économique de l'agglomération de Saint-Quentin. Il y a une adresse mail pour cela qui est deveco@ski.fr, qui est vraiment à leur disposition. Les équipes sont là pour ça, et nous avons rencontré aujourd'hui même l'ensemble des commerçants ouverts de Saint-Quentin-en-Yvelines en leur apportant des masques qui ont été fournis par la région Île-de-France pour équiper aussi tous les commerçants qui sont en première ligne dans ce moment difficile. Mais c'était aussi une manière de leur dire que nous sommes à leur disposition pour les flécher vers les aides qui sont mises à disposition. Vous avez effectivement évoqué le cas de la région. La région Île-de-France est aujourd'hui l'un des principaux financeurs avec l'État du fonds de solidarité qui a été mis en place. Un fonds de solidarité d'1 milliard d'euros, si mes chiffres sont bons, et qui est principalement destiné aux très petites entreprises, c'est ça ? Les entreprises de moins de 10 salariés, mais également les artisans, les commerçants, les indépendants, les professions libérales sont éligibles à ce fonds qui permet d'avoir effectivement de compenser la perte de revenus jusqu'à 1 500 € par mois dans une première tranche, et dans un second temps avec une aide pour éviter effectivement toutes les faillites qui peut monter jusqu'à 5 000 €. Ce montant a été surélevé pour faire face aux difficultés qu'on évoque, et la région Île-de-France elle-même d'ailleurs met 150 millions d'euros sur la table dans ce cadre. Et donc voilà, ce fonds est à disposition aussi je l'ai dit, des petites entreprises de moins de 10 salariés, mais aussi de tous les indépendants. Encore faut-il qu'ils candidatent, qu'ils le sachent et qu'ils aillent chercher quand ils en ont besoin. Le critère, c'est d'avoir au moins la moitié de son chiffre d'affaires en moins, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises et de beaucoup de commerçants évidemment sur une année, en comparant les mois de l'année dernière et les mois de cette année. Et donc on est éligible dès qu'on remplit ces critères-là. C'est très facile d'accès, c'est financé par les régions également, et donc il faut absolument que les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, les petites entreprises et les commerçants notamment, candidatent à ce dispositif. Et toutes ces informations, vous le disiez, on les retrouve sur le site de la région Île-de-France, sur le site aussi de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour revenir au local, vous présidez aussi la pépinière d'entreprise Promopol qui se trouve à Guyancourt. Vous aviez pris la décision il y a un mois déjà de suspendre les loyers des entreprises locataires de bureaux dans la pépinière. Ça concerne à peu près une centaine d'entreprises. Est-ce que suspendre, ça veut dire reporter, ou est-ce que ça veut dire annuler déjà? Et est-ce que cette mesure est renouvelée pour le mois? Effectivement, quand on a vu que la trésorerie des entreprises, pas simplement à Saint-Quentin-en-Yvelines d'ailleurs, allait être extrêmement tendue avec cet arrêt soudain de l'activité pour beaucoup d'entre elles, notre responsabilité était de soulager leur trésorerie, et le loyer est une des composantes naturellement, et sans même attendre qu'il y ait des consignes ou des souhaits émis par l'État qui effectivement s'est prononcé pour l'arrêt ou la suspension d'un certain nombre de loyers commerciaux. On a pris cette décision à Promopol, la pépinière d'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais également au Ski Cube, l'incubateur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et moi, je fais le vœu que tous les loyers commerciaux qui dépendent des pouvoirs publics, que ce soit des villes ou de l'agglomération, soient suspendus de la même manière. L'agglomération le fait, les villes, je sais qu'un certain nombre de villes ont engagé ce type de décision, et bien suspendent le versement des loyers. Aujourd'hui, c'est une suspension.
il faut voir l'ampleur de cette crise, sa durée. On sait maintenant, on a une perspective autour de effectivement du 11 mai, à voir comment va se passer ce déconfinement et comment la reprise va pouvoir se faire. Mais s'il le faut naturellement, s'il faut aller plus loin pour aider nos entreprises, nous le ferons et nous pourrons regarder quel traitement sera donné à ce qui est aujourd'hui une suspension de loyer, ce qui est une créance, mais pourquoi pas effectivement son abandon d'un mois de loyer pour donner un petit peu d'oxygène à nos entreprises. Bien sûr, on ne pourra pas aller au-delà parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi préserver bien sûr les budgets des collectivités elles-mêmes et des pépinières d'entreprises et des structures qui soutiennent le tissu économique. Mais dans l'immédiat, sur une mesure d'urgence, il est important qu'on puisse effectivement soulager encore une fois les trésoreries des entreprises de toute taille, mais je pense en particulier des petites entreprises, c'est vraiment le cœur de cible aujourd'hui. Et vous parliez des villes qui mettent aussi en place cette démarche de suspension des loyers. Il y a Versailles qui recourt à cette méthode-là. Il y a Maurepas aussi dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Du coup, vous appelez l'ensemble des villes à faire pareil pour soutenir les commerçants locaux. Dans la mesure de leurs possibilités, naturellement. Après, c'est la souveraineté de chaque ville. Moi, je ne m'ingère pas dans la gestion de chacune des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais en tant que vice-président en charge du développement économique, vous avez quand même eu une voix ou au moins des indications peut-être à donner, au moins. Moi, c'est mon souhait. Je pense que ce serait salutaire dans la mesure, encore une fois, du possible de la part des communes. L'agglomération a pris cette décision, effectivement. Je l'ai prise moi-même dans ce qui dépend directement de l'agglomération et de Promopole, et je souhaite que les communes, si elles en ont la possibilité, aillent dans cette direction-là. Tout ce qui sera fait pour soulager la trésorerie, notamment de nos petites entreprises aujourd'hui, est vraiment important parce que ça va nous permettre de passer ce moment avec le moins de casse possible et d'appréhender du mieux possible la reprise. Derrière, n'oublions pas que c'est la bataille de l'emploi. Vous l'avez dit, 140 000 emplois à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons plus d'emplois à Saint-Quentin-en-Yvelines que d'actifs. C'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. C'est pour ça que la région aussi travaille main dans la main avec l'agglomération et donne tous les moyens pour que les choses se passent au mieux. Je le précise, encore une fois, j'ai parlé du fonds de solidarité, mais il y a aussi les garanties d'emprunt que la région aussi garantit aux côtés de l'État pour permettre à toutes les entreprises d'avoir recours à des prêts pour passer ce moment difficiles, des prêts qui sont portés, garantis, cautionnés par la BPI, par la Banque publique d'investissement avec les régions. Et nous avons comme ça une panoplie d'aides, mais ça vaut aussi pour les professions de santé, qui sont évidemment en première ligne et qu'on a aussi beaucoup équipées en masques. Mais sachez qu'elles ont aussi une aide, un fonds d'urgence. Si elles choisissent de s'équiper, je pense aux cabinets médicaux qui ont dû investir pour faire face à cette épidémie, et bien la région rembourse leurs dépenses, les dépenses qu'elles ont engagées jusqu'à un plafond de 30 000 € par cabinet médical. Et donc vraiment là-dessus, aujourd'hui, on a besoin de faire savoir que toute cette aide, que toutes ces collectivités, agglomérations et régions travaillent main dans la main pour faciliter la vie, encore une fois, de tous ceux qui font aujourd'hui la force vive de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Othman Nasrou, les collectivités sont en train de s'endetter, on le disait, pour soutenir les économies locales et plus largement l'ensemble de leur tissu social. Quand le retour à la normale, entre guillemets, va arriver dans des semaines, des mois, peut-être années à venir, est-ce qu'il sera temps alors de faire des économies ? Est-ce qu'il faudra revenir à une forme de normalité, de réalité financière et peut-être couper dans des budgets ? On sait que la situation des collectivités était très compliquée avant cette crise, bien avant cette crise, avec la baisse des dotations. Là, elle va l'être encore plus. Est-ce que quand les choses vont revenir se calmer, il faudra couper des budgets et peut-être des subventions à des associations, à des secteurs locaux? Il est incontestable que cette crise va avoir un coût extrêmement important pour la dépense publique. Encore une fois, tout dépend de la gestion qui était celle des collectivités en question. Un certain nombre avaient fait déjà des économies intelligentes, des économies utiles. Ils s'étaient dégagés des marges de manœuvre. Je pense à la région Île-de-France où nous avons fait beaucoup d'économies sur le fonctionnement de la région, ce qui nous a permis d'investir et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir été parmi les premiers effectivement à pouvoir nous mobiliser massivement, effectivement, sans avoir un recours excessif à l'emprunt. Et je vous rappelle en plus que les collectivités n'ont pas la capacité de s'endetter pour financer du fonctionnement, contrairement à l'État, qui aujourd'hui évidemment porte le gros de la dépense publique pour faire face à cette crise, et c'est normal. Et on a une situation qui est différente pour les collectivités, mais qui peut devenir effectivement problématique si cette situation perdure et si les choses ne sont pas clarifiées sur les modalités exactes du déconfinement. Il y a la question de la généralisation des masques, il y a la question des tests, et autant chacun a évidemment joué le jeu et essayé de pallier bien les manques qu'il pouvait y avoir sur ces différents sujets, autant il va falloir que les choses se clarifient et que ces dépenses-là ne soient
soient peut-être pas considérées comme des dépenses d'ailleurs de fonctionnement, elles sont exceptionnelles et il faut que les collectivités puissent faire face intelligemment. Vous avez cité tout à l'heure le cas de Promopole. S'agissant de Promopole, nous sommes en capacité de suspendre le loyer pour un mois, voire même effectivement d'aller plus loin, puisque aujourd'hui nous avons des marges de manœuvre, puisque nous avons redressé cette situation de situation financière de la pépinière d'entreprise. Je pense que d'autres collectivités ont eu la capacité de réagir vite grâce à leur bonne gestion. Néanmoins, ça n'est pas forcément tenable. Et oui, le bloc des collectivités territoriales a une inquiétude sur la manière dont le reste de la crise va être géré main dans la main avec l'État et qui va prendre en charge quel type de dépenses. Othman Nasrou, le temps nous manque. Une question encore sur les élections municipales. Je vous demanderai de répondre malheureusement très très rapidement. Le second tour doit se tenir potentiellement le 21 juin prochain, même si de nombreuses voix s'élèvent déjà pour dire que ça sera impossible. Vous, est-ce que vous êtes pour un report plus tard des élections et à quand, selon vous, serait la bonne période, puisque je rappelle que vous êtes candidat à la mairie de Trappes et vous avez réuni 27,5% des voix sur votre nom le 15 mars dernier. On a l'impression que c'était déjà un autre temps. C'était un autre temps. C'était complètement un autre temps, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Cette crise, cette épidémie qui est terrible change absolument tout. Et aujourd'hui, personne n'a la tête précisément à savoir quand vont avoir lieu ces élections. Elles auront lieu. J'ai envie de dire, il y aura une loi et ça sera au Parlement de décider de la date au moment où cette crise sera, on va dire, sous contrôle, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il y a 1000 autres questions qui se posent. Et moi, en ce qui me concerne, je serai prêt, quelle que soit la date qui sera retenue. Mais très honnêtement, ce n'est pas moi qui décide de cette date. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le dernier de nos sujets aujourd'hui. Parce que quelle que soit la date qui sera retenue, si on y arrive dans un contexte qui est dramatique comme celui qu'on a connu aujourd'hui, ça ne sera bon pour personne. Donc aujourd'hui, il faut que chacun prenne ses responsabilités sans polémique, dans un esprit constructif. Et ensuite, il y aura aussi le temps des bilans et des responsabilités, parce qu'il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de cette crise. Le temps des élections municipales arrivera bien après. Et je rappelle que pour ce deuxième tour, vous serez opposé à Guy Malandin et Ali Rabeh. Merci beaucoup, Othman Nasrou, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, conseiller régional et toujours du coup candidat aux élections municipales à Trappes. L'hebdo politique, c'est terminé. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. L'hebdo politique.